Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, je vais recevoir Diane Laorum. Elle est agente-chef de Météo Bénin. Avec elle, on va discuter des derniers caprices du climat au Bénin, notamment dans la partie méridionale. Des pluies qui ne sont pas attendues sont tombées sur la ville économique Cotonou, par exemple. Le temps qui a réduit la visibilité les matins, par exemple, et surtout cette absence notoire de l'harmattan, alors que nous sommes bien dans la période indiquée. On va aborder tous ces éléments donc avec mon invité ce matin. On va parler pendant nos débats de l'avenir du parti Les Démocrates. Vous le savez, le parti a été, mettons, exclu de partage des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 11 janvier dernier parce que n'ayant pas pu réunir les 20% au moins dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Cet état de choses vient définitivement exclure le parti de tous les rendez-vous électoraux notamment et surtout des points de décision politique au Bénin parce que le parti est absent pour la présidentielle prochaine et pour les communales aussi, vous le savez, dont d'ailleurs les résultats en tout cas sont à espérer à partir de ce lundi et pour la semaine. On va donc passer en revue un peu les enjeux liés justement à cette position du parti Les Démocrates. Nos débats seront introduits par le commentaire de Franck Aounou. Les autres rubriques traditionnelles à la matinée du lundi, vous les connaissez. Nous aurons le récapitulatif des informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est 7 derniers jours au Bénin. Ce sera avec Idriss Boukari. On aura le rendez-vous notamment sportif avec Candidat Rouentor qui nous aidera à faire le tour d'horizon de l'actualité et pour ce qui s'est passé tout ce week-end. Le bulletin, la revue de presse, ce sont aussi de rendez-vous. On est sur Actu Matin. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer avec la une des journaux. Présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Ouadani plus favori que jamais. Le vrai défi, mobiliser les électeurs. Nécessité d'expurger la liste électorale des morts et des condamnés. Voodoo Day 2026, plus de 740 000 participants et près de 2 millions de visites à Ouida. Une fréquentation en hausse de plus de 70% par rapport à 2025, pardon. Louis Daroumon, Koupemedji de l'officine à l'hémicycle, l'itinéraire d'un bâtisseur au père, c'est un portrait proposé par le journal. Horreur de débutant ou compromission, c'est le titre de l'édito signé Anissé Carlos Oké. Allez, voici pour vous le Soleil Bénin Info, disparu du paysage politique depuis un moment. Boni Aïe prêt à un retour en politique, c'est une interrogation. Visa Info, participation des guépards à la CAN 2025. Quand le bilan s'interroge, le journal. Le potentiel santé mondiale, OMS, la santé politique publique, sous l'influence négative de la philanthropie. Le matinal dixième législature entre soupçons de conformisme et impératif de crédibilité démocratique. Le journal La Boussole, départ de Wadaïn du gouvernement avant la campagne présidentielle, Wilfried Roumbedji démontre le mythe de la démission obligatoire. Dynamisme Info, Wadaïn toujours à son poste de ministre des Finances, le gouvernement se défend face aux polémiques. Voici la cloche chez vous. Bénin, commerce intérieur, le marché de friperie de PK3 ouvert aux usagers. Jakpata, présidentielle du 12 avril 2026, Léandre Humbedji lève toute ambiguïté sur l'usage des moyens de l'État par Romuald Ouadani, le patriote, Voodoo Days 2026, et si l'État chiffrait aussi ses dépenses. Et puis politique, l'opposition probablement à la présidentielle de 2040, projette le journal.
La priorité financement de développement du Bénin à partir de 2026, voilà, il décroche un sous-coupe de plus de 250 milliards de francs CFA. Le quotidien le meilleur, élection présidentielle 2026. Voici le chronogramme complet du scrutin. À Djatia News, Assemblée nationale du Bénin, quelques grands absents de la 10e législature. Le quotidien, le 8, 9 et 10 janvier dernier, Vaudou-Ndès 2026, les chiffres révèlent une affluence record. La tribune de la capitale, Vaudou-Ndès 2026, une édition record avec plus de 740 000 participants. La nouvelle tribune, après le double scrutin de janvier 2026 au Bénin, les résultats des communales vivement attendus. Libération, mobilité en Afrique, le Bénin parmi les champions de l'ouverture. L'autre vision, Assemblée nationale 10e législature, les députés entrent en fonction le 8 février prochain. Le journal Les 4 vérités, Vaudou DS 2026, plus de 740 000 participants enregistrés à Ouida. Bénin intelligent, marché de friperie, Misseb rasé, un cadre moderne inauguré. À PK3, le télégramme, en attendant l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, 10e législature, âgé de 79 ans. Nda Antoine Nda préside le bureau d'âge du Parlement. Fraternité pour la 12e lecture, présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Ouaddaï, plus favori que Jambin, le vrai défi, mobiliser les électeurs. Nécessité d'expurger la liste électorale des morts et des condamnés. Vaudou-Ndès 2026, plus de 740 000 participants et près de 2 millions de visites à Ouida. Une fréquentation en hausse de 70,2% par rapport à 2025. Louis Koupé-Medji de l'officine à l'hémicycle, l'itinéraire d'un bâtisseur au pair. C'est un portrait proposé par Fraternité sur ce pharmacien. Et puis l'édito signé Anissé Carlos Soké, erreur de débutant ou compromission, c'est le titre. C'était donc la une des journaux de ce matin. On va voir l'intérieur du journal Fraternité, quelques éléments qui pourraient vous intéresser, notamment pour ce qui concerne sa production de ce lundi 26 janvier 2026, présidentielle du 12 avril 2026. Romuald Ouaddaï, plus favori que jamais. Le vrai défi, c'est mobiliser justement les électeurs. En tout cas, c'est l'analyse proposée par Ange-Pauline Touama à la page 3 du quotidien de ce lundi matin. Pour résumer que le patron des finances dans le gouvernement de Patrice Talon a presque le boulevard devant lui, tout à fait libre. Pour ce qui est de la présidentielle prochaine, achetez le journal, lisez un peu les atouts de l'homme qui font qu'il gagnera certainement la présidentielle prochaine. Sauf qu'il y a un gros défi d'après Fraternité. Il faut réussir à sortir les électeurs le 12 avril prochain. C'est le gros pari. Pour aussi vous intéresser, je dois dire, à cet autre article, notamment lié aux activités de l'ODM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, l'institution d'autorégulation des médias au Bénin, dote justement les journalistes d'un guide éthique et sécuritaire, notamment lié intimement à la période électorale, comment se comporter, notamment pendant les élections pour être en sécurité et faire son travail de journaliste. Quelles sont les règles élémentaires à observer pour éviter de se mettre en position difficile? Comment tenir le pari de la couverture médiatique tout en restant journaliste neutre et impartial? Eh bien, l'institution d'autorégulation a réalisé un document qu'elle a mis à la portée donc des professionnels des médias récemment. Achetez Fraternité, lisez un peu le résumé du contenu si vous n'aviez pas encore le document référence. Et puis, ces chiffres qui peuvent vous intéresser, liés justement au Vaudou Days, il y a environ 800 000 participants notamment au Vaudou Days de la dernière édition à Ouida.
et 2 millions de personnes qui ont visité un peu les sites apprêtés, affectés justement à ce festival-là. Conclusion, on a une fréquentation à la hausse, hein, de près de plus de 70% par rapport à l'édition 2022. Quels sont les éléments statistiques qui pourraient vous aider à faire de la lumière sur ce qui s'est passé ces 3 jours-là à Ouidah? Le stade a réalisé quelques enquêtes avec des chiffres très intéressants sur l'événement. Sans surprise, par exemple, la place des concerts et des environs concentre l'essentiel des flux avec, mettons, 1 856 567 visites officiellement. Cette statistique confirme le rôle central des spectacles musicaux dans l'attractivité du festival. Sur les 740 000 participants, 80% sont béninois, tandis que 19% sont des étrangers, soit 144 433 festivaliers venus de 56 pays contre 131 446 en 2025. Les délégations étrangères sont dominées notamment par les Français, 36%, suivis des Togolais, ils étaient chez nous aussi. Les Américains sont en troisième position, 12%. Et les Nigériens ont fait un tour à Ouidah aussi, 14%, traduisant l'audience internationale grandissante du festival Vodou Days. Il y a beaucoup d'autres chiffres qui pourraient vous intéresser. Achetez Fraternité, allez tout droit à la page 5. Vous avez le compte rendu. On va passer au bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Les différents acteurs intervenants de la mise en œuvre du projet Précase passent au peigne fin les différentes activités menées. Pour évaluer les résultats obtenus, ces acteurs ont effectué une visite de terrain, vous les voyez. Une visite qui a permis à l'équipe de constater les différentes réalisations qui ont impacté les cibles. On vous en parle. Et puis, célébration des cultes endogènes à Banté. Nous sommes là dans les communes, dans les collines, pardon. Les fidèles adeptes et vaudous adeptes et dignitaires de la commune s'impliquent un peu dans la préservation, du patrimoine culturel et cultuel. Cette festivité met en scène des danses rituelles et des divinités locales. On vous en parle aussi. Voici le bulletin. Le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques touche à sa fin. Oui, Tanguy, les acteurs de mise en œuvre du dit projet, les partenaires techniques et financiers se sont rendus sur le terrain afin d'évaluer les différents résultats obtenus au cours de cette visite. L'équipe a pu constater les différentes réalisations qui impactent déjà les cibles. Abdou Sabi Idrissou pour le point de la tournée. Une équipe mixte en tournée d'inspection et d'évaluation des différentes réalisations du Précase, composée des acteurs de mise en œuvre du projet et d'une délégation du Royaume de Belgique et du PNUD. Elle effectue ainsi une ultime visite pour évaluer les activités menées pendant 3 ans. Sur le terrain, il était principalement de visiter un certain nombre de réalisations. Vous allez constater aujourd'hui dans la commune de Copago, on était allé sur le site de reboisement. Là, on a fait 20 hectares, 10 hectares de Mélina et 10 hectares d'Anacadier. Après ça, on a mis en place un certain nombre de modèles intégrés, agriculture et élevage, raison pour laquelle on a visité un jeune éleveur sur le site aujourd'hui. On est allé voir aussi visiter les ménages vulnérables qui ont bénéficié des petits ruminants, ce que nous appelons bergerie. À Djougou aussi, on a fait aussi une remise de 3 tricycles. Juste après ça, quand on est venu à Djougou, la première des choses, on est allé voir les infrastructures structurantes. Les mêmes infrastructures sont aussi à Copago. Donc on est allé sur le site pastoral. Là, il y avait le forage pastoral qui était là. Maintenant, ils sont en train de faire les équipements connexes. À chaque étape de son périple, l'équipe constate avec une satisfaction des réalisations qui impactent positivement le quotidien des bénéficiaires. On est fiers de Précase, on salue le PNUD, on salue le Précase, le Belgique, on salue aussi
la coordonnatrice, le maire, les VNI. Ce que nous vivions avant là, nous sommes en train de voir que cette année, ce serait le paradis dans Sanadari. Merci beaucoup. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est que le projet Précase a déjà obtenu beaucoup de résultats, des résultats qui ont eu un effet direct sur la vie des personnes concernées. Et je pense que c'est très beau à voir ça. Ça veut dire que le projet a fonctionné et que les gens concernés ont pu construire déjà en partie une meilleure vie à cause du projet. Kopargo, Djougou, Waké et Malanville sont les communes d'intervention de ce projet qui s'achève. Édition 2026 de la célébration des cultes endogènes, on en parle toujours. À l'instar de bien d'autres villes du Bénin, l'événement n'est pas passé sous silence au pays des pattes de terre. Les manifestations parrainées par le maire de Banté comme l'Infag Bémon sont une première. Elles ont réuni fidèles adeptes aux dignitaires et responsables de culte venus de plusieurs localités du département des Collines. Imet Hélène Amousso et Georges Vaudoun. Une journée de réjouissance et de liesse populaire parrainée par le maire comme l'Infag Bémon, l'événement s'inscrit dans la droite ligne de la célébration des cultes endogènes. À défaut de n'avoir pu effectuer les déplacements sur Ouida, l'initiative est pensée en vue de mettre en lumière les richesses culturelles et cultuelles du pays des pactes de terre. Nos acteurs culturels, tous les ans, en font la demande. Nous avons pensé qu'il faut qu'on commence la première édition et qu'on les valorise localement en continuité. C'est en synergie d'action, c'est en étroit lien d'esprit avec tous les acteurs du monde culturel, toutes les entités que nous avons célébré également le Vodou Déis ici à Banté, pays de pacte de terre. Ce qui est fait, c'est un début et notre souhait, c'est que cela se pérennise pour célébrer notre identité culturelle. Nous pensons que c'est un rendez-vous, nous devons toujours honorer à ce rendez-vous et chercher à renforcer cela et mettre en lumière notre patrimoine ici également. Donc, c'est un processus que nous avons commencé et nous pensons que cela ne va pas s'arrêter. Grand moment de brassage, le rendez-vous a réuni du monde, adeptes et fidèles de nombreuses divinités, responsables de culte, aux dignitaires ainsi que bien d'autres acteurs ont honoré de leur présence les manifestations placées sous le signe de la révélation du patrimoine culturel et cultuel de la région. Les festivités ont démarré par divers rituels. À l'occasion, des animaux ont été immolés. On a prié les dieux pour la paix au Bénin, mais aussi pour qu'ils éclairent les gouvernants. Nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour l'unité, nous avons prié pour la cohésion, nous avons prié pour la productivité, pour de plus grandes avancées au niveau donc, de cette région, du pays. Place fut ensuite faite au divertissement. Plusieurs rythmes ont été exécutés, autorités invitées, de même que le public se sont défoulés à travers quelques pas de danse. Première d'une série dont le top vient d'être donné, les festivités ont été riches en émotions, en couleurs, mais également en enseignements. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, les initiateurs promettent à l'avenir des éditions plus édifiantes et palpitantes. Voilà donc le compte rendu de la célébration des cultes endogènes, notamment dans la commune de Banté, avec les objectifs envisagés et ciblés par justement cette idée-là. Alors, on va passer à autre élément de l'actualité. La société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce récompense ses clients du 1er octobre au 31 décembre dernier à l'occasion donc de la Coupe d'Afrique des Nations pour son édition Maroc 2025, la 35e. Elle a organisé un grand jeu tombola pour ses consommateurs. Le tirage au sort a été effectué la semaine écoulée au siège de la société à Cotonou. Les gagnants sont connus et recevront justement leur lot après des formalités d'usage. On va suivre le compte rendu. Les gagnants du jeu Tombola organisé par la société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont désormais connus. Ce sont les chanceux qui ont été tirés au sort ce mercredi 21 janvier 2026 au siège de la société à Ménantin, à Cotonou.
10 motos électriques, 160 casques de moto pour adultes et 5 mini-fontaines sont les différents lots mis en jeu. Le tirage a été effectué dans la transparence et l'impartialité sous la supervision d'un huissier de justice. Je certifie également que le tirage de ce jour s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les urnes ont été collectées sur toute l'étendue du territoire national et il a été également organisé un pronostic sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram. Donc nous avons également procédé à ce tirage au sort. Au total, 175 lots ont été mis en jeu pour cette édition. Pour participer à ce jeu, il suffit d'effectuer juste l'achat de packs d'eau de 1,5 litres dans l'un des points de vente agréés partenaires de FIFA sur l'ensemble du territoire national pour recevoir un ticket tombola. L'objectif est de récompenser directement les consommateurs de FIFA et de leur exprimer la reconnaissance de la société. Les objectifs ont été atteints. La tombola a drainé effectivement beaucoup de monde et comme vous avez pu le constater lors du tirage tout à l'heure, on a eu énormément de tickets, ce qui nous ont mené d'ailleurs à faire plusieurs tirages au thème desquels nous avons pu faire ressortir 175 gagnants. Le but derrière, comme je disais, c'est surtout d'encourager les consommateurs, de les fidéliser, de les remercier pour la confiance qu'ils ont en nous depuis de nombreuses années. À ce tirage, les gagnants qui ont renseigné leur identité complète et leur numéro de téléphone recevront leur lot. Cette initiative montre l'engagement de FIFA de Saint-Louis à faire vivre la passion de football et à récompenser la fidélité de ses consommateurs. La session d'information va se poursuivre. Ils sont de plus en plus nombreux à se ruer vers les salles de gym pour raisons diverses. Certains juste pour la musculation, mais d'autres pour trouver satisfaction à leurs soucis de santé. Une seule interrogation s'impose donc autour de la fréquentation des salles de gym. Est-ce vraiment une solution pour les problèmes de santé? Une équipe de la rédaction a effectué un tour de ville ce week-end pour tenter une réponse à cette interrogation. Le reportage est signé Candide Roueto et Rachidi Soubero. Béranger Awissou, la trentaine, est régulier dans cette salle de gym. Tôt ce matin, il travaille son cardio sur le tapis roulant. Un exercice auquel il est soumis par son coach fitness, Bibi Body, après lui avoir posé son problème de souffle. Je sens que mon rythme cardiaque s'accélère. Après quelques minutes d'exercice sur cet appareil roulant, Béranger sent une certaine progression en ce qui concerne son mal. Là, on sent que je suis un peu essoufflé. Effectivement, la machine a montré que j'ai aussi perdu quelques calories. Donc, c'est effectivement bien parce que là, logiquement, je perds du poids tout en améliorant mon souffle. Ils sont nombreux à s'abonner aux salles de gym pour une raison ou une autre. Chacun dans son coin est souvent sous le regard d'un professionnel, s'adonne à des exercices particuliers et à des rythmes réglementés. Ça m'aide à rester en bonne santé et donc être plus productif aussi au travail et m'assurer que je reste longtemps en bonne santé pour ma famille. C'est pour ma santé, c'est pour entretenir mon corps. Et je suis là au moins 5 jours sur 7. La plupart du temps, ces personnes qui se tournent vers les salles de gym dans l'optique de trouver satisfaction à des problèmes de santé bénéficient d'une attention particulière. Car pour le promoteur de cet espace, la salle de gym entretient une vieille tradition. Contribuer à l'amélioration de la santé et jamais la nuire. Nous prenons d'abord leur poids et leur demander leur carnet de santé. C'est très exigeant. Avant de savoir par où nous pouvons les entraîner, quels sont leurs objectifs, c'est de perdre du poids et quels sont leurs problèmes de santé, s'ils ont un problème de crise cardiaque, ils ont un problème de pied ou bien un problème de foie, tout ça là, nous essayons de les demander avant de commencer à travailler avec eux. Au-delà de ces ordinaires usagers qui, à la quête de la musculation, fréquentent ces espaces dédiés aux pratiques d'activité physique, presque tous ces hommes et femmes qui s'y trouvent régulièrement visent un bien-être. Mais comment doivent-ils se prendre pour véritablement parvenir à leur fin dans les salles de gym? Il est fondamental de faire un petit check-up, un petit tour chez le médecin pour vérifier que la plupart des paramètres sont bons et en ce moment-là,
la salle de gym devient une fenêtre de bénédiction pour la santé. Il est nécessaire d'y aller avec prudence, car les amoureux des salles de gym qui ignorent qu'ils ont certaines maladies mettront à risque leur santé dans leur quête de bien-être physique. Pour finir, à Aconville, dans la commune d'Abomey-Calavier, un espace public s'impose peu à peu comme un véritable lieu de sport et de bien-être pour les riverains. Le goudron Kérékou, habituellement dédié à la circulation, se transforme en terrain d'entraînement. Course à pied, fitness ou encore marche sportive. Les habitants s'y retrouvent pour entretenir leur santé. Reportage. Autrefois connue sous le nom de pavé Kérékou, cette nouvelle voie bitumée qui s'étend du carrefour Arconville au marché de Grouda Kassato se transforme désormais en un terrain de sport à ciel ouvert. Tôt ce samedi matin, le constat est bien frappant. Des séances de jogging, des instants de marche ou encore de fitness, bref, les populations ont droit à un cadre accessible et propice au sport. Nous avions l'habitude de travailler en salle de gym. On s'est désolidarisé, puis parce qu'on a préféré le faire à l'air libre. Et le soir, c'est idéal pour nous. Ça facilite la pratique quand même de la marche. Et c'est à 4-5 km de ma résidence. Voilà. Ça va, autant dans la matinée, en fin de journée également, l'éclairage, c'est parfait. Je n'ai pas de difficulté à pratiquer la marche sur ce tronçon. Je suis ici pour venir faire un footing parce que c'est relax. Il y a de l'espace et c'est une ligne droite, quoi. On a de plaisir à faire nos exercices. Le sport sur ce tronçon va bien au-delà de la marche. Enfants, jeunes et adultes s'adonnent à plusieurs activités. Seul ou en petit groupe, chacun y va à son rythme pour un objectif commun, la santé. Il y a du roller que les enfants font, il y a du vélo, il y a du patinage aussi. Je pense qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui. Nous, on fait du roller avec les enfants. Je pense que ça les aide à se développer, à faire autre chose que courir, faire de la gymnastique, un peu de tout ça. Déjà, je vais dire, ça enlève le stress. Quand vous êtes beaucoup stressé et que vous courez, vous marchez, vous voyez que vous avez, je ne vais pas dire légère amélioration, on est complètement dégagé. Deuxièmement, je vais dire que, par exemple, pour les gens qui sont un peu en forme, ça leur permet de libérer, de se sentir léger. Beaucoup de choses, en fait. Ça fait beaucoup de bien. Pour ceux qui chantent aussi, ça aide à travailler le souffle beaucoup. Ça a beaucoup de bénéfices, je vais dire. Le sport m'apporte beaucoup. Quand c'est stressé, ça permet de te détendre. Et j'ai commencé la marche à cause d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, je suis fière parce que grâce à la marche, grâce au sport, au renforcement musculaire, je suis à un niveau où je ne m'attendais pas. Je suis sans médicaments. Bien sûr, avec la nourriture. Ici, les sportifs cohabitent avec le bruit des klaxons et les mouvements des engins, mais ça donne à leur sport favori en toute sécurité. Le tronçon Kérékou se présente aujourd'hui comme un endroit idéal pour les sports d'entretien, matinalement, en week-end et même en soirée, et les populations en profitent à volonté. Tanguy, eh bien, c'est la fin du bulletin d'information. Merci à vous, Florence, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, de la suite d'Actu Matin, on aura l'actualité des sports tout à l'heure, mais entre-temps, je vais prendre mon invité ce matin. On va parler un peu des caprices du temps. Je vous rappelle qu'on va parler de l'avenir du parti Les Démocrates à l'issue donc des consultations législatives du dimanche 11 janvier dernier. Le parti n'a pas réussi à mobiliser les 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales, comme le lui imposait d'ailleurs le code électoral. Quelle pourrait être la suite de l'avenir du Parti Les Démocrates? On va en parler, notamment lors de nos débats. Avant cela, on aura le commentaire de Franck Kaounou pour nous aider un peu à planter le décor. Je vous rappelle aussi que vous aurez, vers la fin de cette émission, la revue de presse pour vous aider à vous donner une idée plus précise des informations abordées par les confrères dans leur production de ce lundi matin. Voici mon invité.
Diane Lao, bonjour. Bonjour Tanguy. Ingénieur météo, chef service prévision et assistance météorologique à Météo Bénin. Merci d'avoir fait le déplacement sur Canal 3 Bénin et surtout sur Actu Matin. Avec vous, on va évoquer un peu quelques éléments liés aux caprices du temps ces dernières semaines. Bienvenue encore. Merci Tanguy. Allez, la semaine surpassée, celle qui a suivi, Cotonou a été arrosée par une forte pluie qui ne ressemble en rien, en tout cas à une pluie de début de saison sèche. Sommes-nous toujours en présence de pluie en retard ou carrément c'est un chevauchement de saison? Merci Tanguy. Effectivement, ce que nous avons observé cette dernière semaine à Cotonou, on ne va pas dire que c'est un chevauchement de saison. Okay. Et ce n'est pas simplement des pluies en retard dues à la petite saison des pluies qui sont en train de se manifester. Non, nous sommes plutôt en face à des pluies hors saison. Okay. Au sens météorologique, c'est des pluies hors saison. Vous savez, pendant la saison sèche, ce sont des hautes pressions qui dominent généralement et le temps est stable. Et typiquement, en janvier-décembre, on s'attend, en moyenne, sur 30 ans, on s'attend à avoir 2 jours de pluie comme ça en janvier, avec des cumuls qui ne dépassent pas généralement les 20 mm. En décembre, c'est 15 et en février, ces chiffres-là vont augmenter un peu. Mais ça, c'est une moyenne sur 30 ans. Mais évidemment, il y a des années qui vont s'écarter de cette normalité-là que je viens de parler. Tout à fait. Comme cette année, par exemple, ou encore décembre 2025, qui a fait exception. Et effectivement, la particularité de cette année, c'est vraiment l'intensité de ces épisodes-là, surtout ceux de décembre et maintenant celui de janvier. Voilà, on a eu une forte pluie. Est-ce que vous aviez mesuré, vu un peu l'ampleur à votre niveau, à quoi ça a ressemblé? Voilà, pour janvier 2026, la première décade, à la sortie de la première décade, nous avons eu 54 mm de pluie. Et aussi à l'entrée de la troisième décade, c'est-à-dire autour du 20 janvier, comme ça, nous avons eu également 44 mm. Ce qui donne déjà un cumul pour un mois de janvier à près de 100 mm. 100 mm, ce qui est largement... Oui, c'est vraiment largement au-dessus de la normale. Ce n'est pas impossible, c'est vrai que c'est rare. Comme je viens de le dire, il y a des années comme ça qui font exception, qui vont sortir de cette normalité-là. Et ce qu'il faut comprendre un peu au niveau de ces pluies hors saison, c'est que, vous voyez, en saison sèche, comme je le disais, ce qui domine, c'est les hautes pressions. Mais il faut s'imaginer que le temps qu'il fait en réalité, c'est un rapport de force entre tous les systèmes atmosphériques qui gouvernent, enfin, les qui nous entourent. Donc, par moment, il y a les vents qui viennent, par exemple, du continent, du Sahel, l'Harmattan, qui vont s'affaiblir et donner plutôt de la place aux vents qui sont chargés d'humidité qui viennent de l'océan. Donc, il y a des perturbations comme ça qui s'enregistrent pendant la saison sèche et qui apportent de la pluie. Et évidemment, vous savez, la région côtière, nous sommes à côté de l'océan. Oui, et l'océan, il se réchauffe et c'est un carburateur qui apporte en permanence de l'humidité dans l'atmosphère. Et puisque cet océan-là est chaud, il y a de la vapeur d'eau en abondance dans l'atmosphère. Donc, c'est ce qui fait que par moment, pendant la saison sèche, on peut enregistrer ces pluies hors saison. Il faut s'en inquiéter? Oui, bon, il faut nuancer un peu. Vous voyez, par exemple, pour l'agriculture, ces pluies-là font penser plutôt à des faux départs. C'est-à-dire, lorsque ces pluies s'annoncent comme ça ou bien se manifestent déjà que c'est comme ça, l'ouverture de la saison. Voilà, on pense que c'est la saison agricole qui a démarré, mais ce n'est pas le cas. C'est fondamentalement le risque qu'il y a là. Parce que quand vous prenez ces petites pluies-là, qui sont isolées, qui sont vraiment espacées dans le temps, les agriculteurs peuvent se mettre à mettre des semis en terre, alors que ce n'est pas la période propice. L'autre risque qu'il y a là aussi, c'est que nous sommes en saison sèche, c'est la période où on expose souvent nos récoltes à l'air libre dans les champs. Et comme on n'est pas habitué à enregistrer de la pluie pendant cette période, on peut être tenté aussi de laisser nos récoltes et ça peut faire que nous allons perdre nos récoltes. Et l'autre chose aussi, c'est l'humidité en abondance. Comme je venais de le dire, il y a de l'humidité vraiment en abondance dans l'atmosphère et ça peut causer aussi des dommages au niveau de nos stocks. Lorsque la moisissure, la moisissure, merci. Voilà. Ah, donc, ça n'a rien à voir avec mauvais comportements moraux, etc., interdits violés, qui perturbent, tel que la tradition le dit chez nous. Bon, ça peut contribuer. Et si je parle du réchauffement climatique, vous savez, si le climat se réchauffe, nos océans qui constituent près de 70% de la surface de la Terre, donc eux, ils emmagasinent cette chaleur-là
il va falloir trouver un mécanisme pour redistribuer cette énergie qui est emmagasinée. Donc c'est ça qui va augmenter l'intensité de ces phénomènes extrêmes que nous observons. Ce qui est assez curieux avec ces pluies justement, c'est qu'il peut pleuvoir ici à Ménotin, là où Canal 3 à Émin, à Cotonou, sans forcément qu'il y ait plus, un peu plus loin à Godomé, qui est quand même un quartier très proche de Ménotin. Comment est-ce qu'on peut comprendre justement ce phénomène-là? Bon, c'est pas surprenant et c'est tout à fait normal. En fait, sous nos cieux ici, c'est le caractère des pluies qui nous concerne. Ce sont généralement des pluies, bon, dans notre jargon on dit des pluies convectives. C'est de petites cellules, des foyers orageux qui vont s'organiser. Des nuages, je veux dire, des nuages qui vont s'organiser à des endroits donnés. Mais ils ne sont pas statiques. Ils se déplacent aussi en fonction de la direction du vent. Donc, ils peuvent arriver sur une région, quand ils rencontrent assez d'humidité, ils vont précipiter sur un quartier, ils vont s'affaiblir et passer continuer leur chemin. Ils passent dans un quartier où ils sont faibles. Ils ne vont pas précipiter, ils vont laisser ce quartier-là et précipiter ailleurs. Donc, ce n'est pas vraiment anormal, c'est tout à fait normal. C'est le caractère des pluies qui intéresse nos régions qui font que nous avons ces genres de manifestations. Alors, certains observateurs prévoient, avec ces pluies-là qu'on a reçues, un allongement du temps de sécheresse bien plus tard, avec quelques, je dois dire, perturbations sur le calendrier agricole. Votre avis à Météo Bénin, c'est quoi? Il faut dire que ce n'est pas aussi systématique. C'est vrai, quand il y a des pluies hors saison, comme ça, donc ce n'est pas des pluies en retard, c'est des pluies hors saison, ces pluies-là vont rentrer en fait dans la comptabilité de la pluviométrie annuelle. Donc ça va gonfler un peu le chiffre à la fin de l'année. Donc du point de vue statistique, oui, lorsque nous enregistrons des pluies hors saison pendant la saison sèche, on s'attend vraiment à avoir un cumul qui peut être au-dessous de la moyenne. Mais comme je le dis, ce n'est pas vraiment une garantie. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Mais il y a également des études qui ont montré que notamment dans le Sahel, qui ont montré que lorsque nous avons enregistré des pluies hors saison, des pluies de mangue par exemple, et dans l'année là, il y a vraiment un cumul pluviométrique excédentaire. Et quand on rapporte aussi cette étude-là à nos données, effectivement, il y a des années, 2010 par exemple, on a été sérieusement arrosé. Oui, il y a 2019 également qui a une année d'inondation qui répondent à ces statistiques-là, qui répondent vraiment aux résultats de ces études-là. Oui. En ce sens que janvier 2010 par exemple, nous avons eu à peu près 50 mm de pluie en janvier. Et en 2019, nous avons eu 100 et quelques millimètres en janvier. Donc, ces 2 années-là ont répondu effectivement à les résultats de ces études-là dont je viens de parler. Mais il y a d'autres années où nous avons enregistré des cumuls pluviométriques vraiment bas qui ont enregistré aussi des pluies hors saison, ou des années où nous avons même enregistré des pluies hors saison au-delà de tous ces chiffres que je viens de signaler, mais qui étaient des années normales. Et quand on parle de la météorologie, c'est-à-dire du point de vue dynamique de l'atmosphère, ça donne aussi un signal intéressant pour la saison à venir. C'est-à-dire que pendant la saison sèche, notre atmosphère a été capable de reproduire des orages violents. Ça nous amène à dire que dans la saison à venir, ces orages violents aussi pourraient revenir. C'est-à-dire que ça donne un petit signal sur l'intensité des phénomènes qu'on va observer au niveau de la saison. Et ce qui va caractériser, est-ce que la saison sera bonne, sera longue, c'est vraiment la durabilité. Et Météo Bénin ne va pas manquer vraiment à son rendez-vous annuel qui est d'annoncer sa prévision saisonnière-là et qui va se passer d'ici quelques jours. Justement, à ce propos, on sait que depuis quelques années, en tout cas, les limites des saisons restent difficiles à déterminer à cause de ces précipitations imprévues. Là, l'agriculture, vous le savez, béninoise, elle est très accrochée aux aléas et aux conditions du temps. On observe le ciel en attendant qu'il nous signale s'il faut labourer ou pas. Comment Météo Bénin accompagne-t-il justement les acteurs du secteur agricole? Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est un fait avéré. Et nos producteurs, ils se pètent souvent à cause justement de ces événements surprenants qui surviennent en dehors des saisons ou même de l'irrégularité des pluies pendant la saison des pluies. Et c'est notre rôle, effectivement, à Météo Bénin, d'accompagner ces producteurs-là en mettant à leur disposition des informations. Les prévisions saisonnières, c'est l'outil idéal que nous avons à Météo Bénin pour accompagner
ces producteurs-là. Et lorsque nous annonçons ces prévisions saisonnières, il y a également un suivi que nous faisons au niveau des bulletins météo quotidiens que nous diffusons, qui sont accessibles à tout public. Nous, on se dit que quand vous les faites passer, c'est pour les nantis qui veulent prendre un avion pour aller d'un pays à un autre et que c'est pas forcément pour le paysan accroché à son agriculture familiale. Ah non, parce que ces prévisions quotidiennes permettent effectivement de suivre le déroulement de la campagne agricole. Oui, il y a les bulletins de prévision saisonnière qui vont annoncer le déroulement global de la saison agricole, mais chaque jour, il faudrait que ces producteurs soient à l'écoute de ces informations-là pour savoir aujourd'hui, il y aura plus, aujourd'hui, c'est le soleil, pour pouvoir planifier les activités qu'ils auront à faire dans la journée, dans 3 jours, etc. etc. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des produits comme par exemple le bulletin agrométéorologique. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un rapport sur 10 jours qui va parler de comment est-ce que la pluie a été, comment se comporte l'humidité des sols, est-ce qu'il faut apporter de l'eau en addition pour ne pas perdre les récoltes, etc. etc. Il y a également des séances de sensibilisation. Surtout lorsque ces prévisions saisonnières la sortent, on ne reste pas seulement au niveau des papiers, mais on descend aussi dans les communautés. Bien sûr, on fait des sensibilisations, l'éducation, la formation aussi, pour que les producteurs sachent comment prendre ces informations-là, comment les interpréter et quel type de semis, par exemple, il faut mettre en terre. Mais au-delà de tout ça aussi, Météo Bénin est aujourd'hui un acteur, on va dire transversal. Nous apportons aussi des accompagnements spécialisés, c'est-à-dire vous avez des projets, vous pouvez faire appel à nos services et nous allons vous faire en fait des conseils spécialisés compte tenu par exemple du type de culture que vous avez, etc. etc. Et c'est pas des millions ça. Ça se discute. Ça se discute. Oui, ça se discute. Cette année, il n'y a pas eu d'harmattan. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, en tout cas au sud du Bénin, mais certains matins, la visibilité a été réduite par un brouillard vers 4 h du matin qui se dissipe vers 8 h ou 9 h ou plus. Même ce matin, ça a été notable à Calavi. C'est quoi ce phénomène et quel est son intérêt pour Météo Bénin? Ok, cette année, on va dire que l'influence de l'harmattan a été très très faible au sud du pays particulièrement et à Cotonou. Il a été observé autour du 23-24 avec quelques épisodes de pluie sèche, voilà. Mais c'était vraiment vrai. C'était vraiment bref en fait. Donc en fait, ce que nous observons les matins, c'est toujours l'humidité dont je venais de parler tantôt. La côte est à proximité de l'océan. Donc il y a de l'humidité parce qu'il fait chaud qui va s'évaporer de la surface de cet océan-là. Maintenant, puisque nous sommes entrés dans une phase où les vents d'harmattan se sont renforcés un peu, les vents de mousson n'ont pas la capacité de monter plus haut pour former des nuages. Donc ils restent en suspension un peu proche de la terre et on a un nuage. C'est ça qu'on appelle le brouillard. Donc c'est un nuage en fait dont le sommet, dont la base est proche de la surface de la terre. Le risque principalement c'est vraiment la visibilité et pour les conducteurs sur nos axes qui peut, si on ne fait pas attention, puisqu'on ne voit pas assez avec ces brouillards, ça peut provoquer des accidents. En dehors de ça, il n'y a pas un intérêt particulier pour les citoyens par rapport à ça? Non. Diane Laourou, ingénieur météo, chef service prévision et assistance météorologique à Météo Bénin. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Beaucoup de disciplines au menu de Sport Matin ce matin. Candide Rouentan, bonjour. Il va ouvrir la semaine sportive par les résultats du week-end. La 15e journée de la Ligue 1 béninoise après ce dimanche. C'est bien cela, 9 matchs au total déroulés au cours de cette 15e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Et toujours pas de réconciliation entre l'Adia Football Club et l'équipe championne en titre et la victoire, le club d'Aplaroué qui continue son périple dans la descente aux enfers. Il faut le dire, l'équipe de l'Adia Football Club dans un duel entre le leader et le dernier, celui-là qui garde la lanterne rouge, c'est soldé par une victoire de l'Est sous le map devant l'équipe de l'Adia Football Club au stade Omnisport d'Aplaroué ce week-end. Au-delà de cette confrontation qui scelle en
encore une fois le sort du club d'Aplaoué. Il faut dire que l'Autopopo à domicile a fait la fête à l'équipe de la jeunesse sportive. Le Popa au terme d'un score de 3-0, score nul et vierge entre Dynamo FC et du FC de Comel. L'US Cavalier a partagé le point avec Bani Monsé au bout d'un score nul, d'un but partout, 2-1 pour la victoire du Espoir FC de Savalois à domicile devant l'équipe de l'USS Kraki. Score nul, d'un but partout entre Ayema Football Club et les Dragons d'Ouloumé. Aspac en déplacement dans la vallée d'Ouloumé s'est imposé par un score d'1-0. L'AS Cotonou a partagé le point avec l'équipe vice-championne en titre du Bénin, Coton Football Club, et puis Buffle a partagé le point aussi avec l'équipe de Damissa Football Club au terme d'un score nul et vierge. Après donc ces différentes confrontations, le classement reste toujours dominé par l'AS Soumemap avec un total de 34 points au compteur, un goal différentiel de plus 13, 31 points au compteur pour Buffle du Borgo qui loge à la deuxième place au classement. Coton Football Club est troisième à boucle top 3 de la Ligue 1 béninoise. Quand on descend au bas du tableau, au bas du classement, l'US Cavalier est positionné 16e avec 12 points au compteur. L'USS Craqué est avant-dernier au classement avec 10 points au compteur, un goal différentiel de moins 8. Et puis Dadia Football Club, équipe championne en titre du Bénin, qui est bon dernier avec 10 points au compteur et un goal différentiel de moins 13. Au niveau de la Ligue 2 béninoise, ce week-end, on a assisté à la 13e journée de compétition avec un total de 9 affiches qui ont tenu en haleine le public sportif béninois sur les différentes installations du nord au sud. Score nul d'un but partout entre l'équipe de Adiza Football Club et la jeunesse athlétique de Kétou. Victoire en déplacement pour Sitatunga Football Club devant l'équipe de Jeffa FC. Score nul et vierge entre Énergie et Dynamo de Parakou, tout comme entre Panthère Football Club et l'AS Elite Sport. Real Sport de Parakou s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de Béké. Boa a battu par 2-1 avant Kouamni Sport, 1-0 pour la victoire de l'AS Tarkone devant Dynamique FC de Djougou. Et Aziza s'est imposé par un score de 2-1 à l'équipe des Requins de l'Atlantique. Le classement lui reste dominé par Béké Football Club avec un total de 28 points au compteur, un goal différentiel de plus 12 au terme donc de cette 13e journée de la Ligue 2 béninoise. 24 points au compteur pour l'équipe de Sitatunga qui vient en deuxième position. AS Police est troisième sur le classement avec un total de 23 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. Au bas du tableau, l'AS Elite Sport est 16e au classement avec 12 points au compteur, un goal différentiel de moins 5. Requin Football Club est avant-dernier au classement avec 9 points au compteur, un goal différentiel de moins 8. Pendant ce temps, Dynamique FC garde la montagne rouge avec 4 points au compteur après 13 différents matchs disputés. On va parler des femmes. Ouais. Ça vous intéresse alors. Au niveau des dames, justement, on a assisté aux 9e et 7e journée de la première division, respectivement dans les poules A et B. Oui, et dans la poule A, au cours donc de cette 9e journée de la première division féminine saison 2025-2026, on a assisté à 5 différentes rencontres ce week-end. Score nul d'un but partout entre Espoir FC de Cotonou et l'équipe de Sam Nelly Football Club. Aïnoui FC, après une défaite lors de la précédente journée, renoue avec la victoire 1-0 devant l'équipe de Cefos. Tambo FC d'Adiara a battu par 2-1 l'équipe de Nadia Football Club. Pendant ce temps, Dynamique FC d'Abomey-Calavi poursuit avec sa série d'invincibilité depuis le début de la saison. Score nul à domicile, un but partout devant les promus de l'AS Cotonou. Score nul et vierge entre l'AS UMSA et l'équipe d'Assaba Football Academy. Après ces différentes confrontations, Dynamique qui garde toujours le lead dans la poule A avec 16 points au compteur, un goal différentiel de plus 9. Tambo FC d'Adiara monte à la deuxième place au classement avec un goal différentiel de plus 6 suivi d'un point de 13 au total au compteur. Anoui FC descend à la troisième position avec 11 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Sabah Football Academy au bas du classement est 8e sur le tableau avec 4 points au compteur, un goal différentiel de moins 5. Également 4 points au compteur pour Cefos et Sabah Football et Nadia Football Club qui viennent respectivement en 9e et 10e position. Dans la poule B, pour le compte de la 7e journée, il faut le dire, de la première division de football,
de cette saison. Victoire 1-0 pour AS-JFA et Vigueur FC de Lokossa à domicile respectivement devant l'équipe de AS Gamia. Il faut le dire, FAL FC de Boycom s'est incliné à domicile 2-0 devant l'AS Lyon de Banter. Pendant ce temps, AS Basson a partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout avec son homologue. Il faut le dire, dans cette poule, le classement est dominé par Elite AC de Paracourt avec un total de 18 points au compteur après donc cette 7e journée. 13 points au compteur pour l'équipe de l'AS Gamia de Bemeraké qui vient en deuxième position. L'AS JFA est 3e sur le classement. Au bas du tableau, FAL FC de Boiscon est 6e, 7e place pour Léopard Municipal d'Abomey et AS Lyon de Banté est dernier sur le classement avec 3 points au compteur. Tanguy. On va parler handball. Oui. On va donc évoquer justement l'actualité des Guépards. Et là, on est hors du Bénin. Il s'agit des handballeurs qui n'y arrivent toujours pas. On est à Kigali. L'addition devient de plus en plus salée pour les hommes de Basile Pinto à Kigali au Rwanda dans le cadre de cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior. Il faut le dire, déjà samedi face au leader du groupe D pour sa 3e et dernière sortie de la phase des groupes, le Bénin a pu créer l'exploit pour enfin briser la mauvaise dynamique en face des requins bleus du Cap-Vert, chiant du haut de leur expérience et leur régularité dans la compétition. La volonté des Guépards n'aura pas suffi. Ils s'inclinent après un match de haute lutte avec seulement 8 points d'écart. Score final 32-24 qui voit les Guépards terminer, il faut le dire, la phase des groupes avec 3 défaites en autant de sorties. 28-52 face au Maroc qui compte 22 apparitions dans la compétition, tout comme face au Congo avec une défaite 22-26 et puis la 3e et dernière défaite 24-32 face à l'équipe du Cap-Vert. Au lendemain de ces différents revers au premier tour pour le Bénin qui revient sur la scène continentale à plus de 3 décennies après, il faut le dire, après sa première participation à domicile en 1996, les Guépards ont entamé la suite de la compétition ce dimanche avec un match déjà joué et là encore ça peine à prendre. On parle ici de la Coupe des reversés dédiée aux équipes qui n'ont pu se qualifier pour le tour suivant de la phase des groupes, la Coupe du Président pour être plus précis, et la défaite pour le Bénin face à l'équipe du Cameroun au terme d'un score de 34-27. On va écouter ici Joël Rossi, l'un des handballeurs béninois au terme donc de cette nouvelle défaite de l'équipe béninoise. On a perdu le match. Vraiment, c'était un peu dur pour nous. C'était un match vraiment à notre portée, comme vous l'avez dit. Je suis certain que c'est certaines techniques qu'on n'a pas pu mettre en jeu et ça nous a été vraiment fatal. Et en premier mi-temps, vraiment on a prêché, les cas étaient déjà de trop et puis les pertes de balles, nous sommes venus, la tête gonflée et puis bon. Je pense que là, il faut vraiment qu'on tire les taureaux déjà par l'école parce que là, les équipes qui sont derrière nous, sinon je veux dire les 2 matchs qui sont à venir ne sont pas des matchs faciles. On a déjà joué ce Congo, ils nous ont gagné. Il va vraiment falloir qu'on mise sur le repos et qu'on revienne beaucoup plus sur la technique. Il faut jouer techniquement et très mollo parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de physique. Donc ça veut dire que le niveau de physique des joueurs vont vraiment baisser. Donc sur les prochains matchs, ce serait beaucoup plus technique. Voilà donc beaucoup plus technique et surtout misé sur le repos. Ce sont là les mots de Joël Rossi, l'un des handballeurs qui défendent les couleurs nationales au cours de cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme à Kigali au Rwanda. Après cette défaite d'hier dimanche face au Cameroun, il faut le dire, les Guépards handballeurs vont effectuer 2 autres sorties pour boucler cette compétition. Judo à présent, comme vous le voyez sur les images, des judokas béninois ont porté au les couleurs nationales ce week-end sur la scène régionale à l'occasion de la Coupe de l'ambassadeur du Japon samedi dernier
à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le judo béninois qui a été gratifié de 2 médailles d'argent. Ceci grâce aux diverses performances des représentants béninois, dont Faïsou Amoussa dans la catégorie de moins de 60 kg et Abdoul Ghani Shnabi chez les moins de 81 kg. Tous deux finalistes dans leur catégorie respective. Les deux judokas béninois ont réussi à s'offrir les médailles d'argent, ce qui témoigne une fois encore de la progression et de la combativité des judokas béninois sur la scène continentale. Et avec cette performance, le judo béninois gagne en points et surtout débute l'année 2026 en grande pompe avec une première sortie internationale fructueuse à Abidjan. Une note de sport mécanique pour boucler le tour d'horizon sportif de de ce matin. La cycliste internationale béninoise Georgette Villon-Fodo porte haut l'étendard du Bénin en devenant la première cycliste professionnelle de l'histoire du Bénin. Âgée de 18 ans, elle a récemment intégré l'effectif de l'équipe continentale féminine du Centre mondial de cyclisme. Elle intègre ainsi la liste restreinte des 5 africaines sélectionnées au sein du groupe des 10 cyclistes. Elle rejoint la structure basée à Eagles en Suisse et qui est conçue pour accompagner les talents issus des nations émergentes avec un encadrement professionnel et une véritable exposition internationale alliant encadrement technique, préparation scientifique et compétition internationale. Avec cette nouvelle aventure, la jeune cycliste béninoise pourra se battre pour engranger les points de l'Union cycliste internationale en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Tanguy, ce sera tout pour les sports ce matin. N'oubliez pas, la rentrée elle a débuté depuis quelques semaines. La grande émission qui revient sur le point de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. À partir de 21h, suivez, rejoignez-nous pour débattre de la performance des Guépards handballeurs au cours de cette 27e édition de la Coupe d'Afrique et des Nations de handball senior qui se tient à Kigali au Rwanda depuis quelques jours déjà, où les Guépards peinent à sortir la tête de l'eau. Difficile apprentissage pour les hommes de Basile Pinto. On débattra de tout ceci sur Canal Sport ce soir. Au-delà de ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà du football, le Bénin était également en salle pour la Coupe d'Afrique des Nations de e-football. En salle, on parle là des sports électroniques où le Bénin a arrêté sa compétition en quart de finale. L'athlète qui a défendu la couleur nationale à Casablanca au Maroc sera sur le plateau de Canal Sport ce soir pour débattre et surtout dévoiler les coulisses de cette première apparition du Bénin sur la scène continentale au niveau de la discipline du handball. D'autres disciplines seront également au menu, notamment la pétanque où on a désormais un nouvel homme qui gouverne cette fédération, qui va porter la destinée de cette fédération des sports boules notamment pour les 4 prochaines années. Beaucoup de choses à évoquer au cœur de Canal Sport ce soir. C'est à partir de 21h. Rendez-vous pris. Bonne journée. Merci, à demain. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous propose maintenant qu'on fasse un tour à la régie et vous allez suivre d'abord le magazine de ce matin qui va vous amener dans les champs. On va vous parler de bananes plantain. En plus de ça, vous aurez à suivre le rappel des informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est 7 derniers jours au Bénin. C'est une production de Idriss Boukari. Après ces deux éléments, on fera une petite pause. Le temps de passer par ici avec d'abord Franck Aounou pour le commentaire et ensuite avec les débatteurs. À tout à l'heure. Au marché de Ouagbo, c'est l'ennui depuis quelque temps. Les femmes se plaignent de plus en plus. Elles sont revendeuses de bananes plantain depuis plus de 10 ans déjà pour les plus jeunes dans le métier.
si glemele no he wakine. Komi de no ho. Bro asa. Mino yo ho. Kaluto. Bono to va mono asa ho to fi. Mino ya khile. Mi khobo dava mblo azato. Wa mi non de ton. Ni masa ganjia. E blo se menu e no pledo me. No ko so iko impe. Mi ndo ahone. Glele de tovia. Glele de tovia. Anazan keke ko keke bo ne bia iko na so ale atun ali oto a. Pour se ravitailler, il faut faire des kilomètres loin du centre-ville. Des dizaines parfois. Pour enfin tomber sur l'un de ces producteurs réputé pour son engagement dans la production agricole. Tout le monde connaît Mathias, le cultivateur, des kilomètres à la ronde. Il est dans son champ aujourd'hui, comme d'habitude, où nous le surprenons. Notre jinkule gege, takin timate, kokwe, pastèque, papaye solo, bade, aïkoun, en tout cas, azin jinkule gege nodo. Kokoyo merakochi dopoe yiwana boda Mathias kokoyo de sulo kono yome mais yana blogu amla si jadi doji aji on est d'accord de minimum bleu 7 bon wa yawni champ de recherche yawni to ba bleu demande rejette bon il va savion mi bon il va fibo bon wa dorofi. Et dole bon et beaucoup quand les bicouilles de blo 8 mois mon et non les rejetons et des rejetons pour la blo 3 mois mon des goudo et non simbi ouais non ba ça donc bonne dame les non fi bona kho et qu'on les y ali to mo les vo ça ni gagne. Koko ya do gandio beaucoup gandio et non 3500 nous rejet locaux voilà donc ega webio et non 1500 1000 francs voilà nous rejet. Pour se lancer, Mathias a eu besoin d'un gros capital et surtout d'une terre disponible. Son expérience de producteur de bananes plantain lui fait connaître certains secrets du bout des doigts. Nino mina doko ko eta do po bona hokando kakaka bo era nyo bikui bo mina do milo da sao e we bio mina prévoir 500 000 mo eta do po voilà zin labu wenu bona kunto bona do fianto me kaka bona be sakra di labu di do mina prévoir 2 millions mo eta do po. Mauda mi bo asimo rejet ne 200 mo bo ça 3000 et go blo 600 000 1000 francs que la demain 1500 que la demain en tout cas quoi ils ont mo quoi ils ont et non ils vont chia. When we to no branch d'agbewa amo
wọn aɖo kpin kpɔn ekpodo gbɛtsetɔ yasɔmɛ bo tɔn mɛ si ketekete lɛ bɔ yewa nu yene koe ne lɛ yɔ neyi yina dɔ le eyi gbɔn de di yɔ yɔ mawu dɔ ni dze dzi ama yina bo nɔmɔ pɛ yɔ mɛ gege ti bɔ etsi lɛ yɔ gudo dɔ ɛrɛ mɔ da yi amewo egbegbe di yɔ lɛ de su di mɛmɛ ikui dzi lɛ ba wɔ yi de mɔ dɔ poli gale go mɛ. Mathias n'est plus le seul à croire en l'avenir de la terre. Au niveau communal, les dirigeants l'ont aussi bien compris, surtout pour ce qui est de la filière banane-plantain, devenue comme une marque déposée. Notre maire, Madame Bibiane Damazé, a créé le label banane-plantain que la commune porte. Et nous l'avons parlé avec nos investisseurs, les investisseurs de la commune, pour qu'ils sachent que c'est notre label, c'est pour nous. Les bananes plantains, vous venez ici à n'importe quel moment où de le trouver. Donc nous les organisons en fait avec la TDA, nous leur donnons la formation qu'il faut aux agriculteurs pour qu'ils ne se perdent pas, afin qu'ils essaient d'évoluer dans la culture pour que toutes les grâces possibles, les catégories de bananes possibles, nous puissions trouver ce qu'il faut pour que le régime puisse bien donner, afin qu'eux-mêmes puissent se retrouver. L'usine pour la transformation de la banane, c'est à Tofo. Ça se prévoit déjà, c'est pourquoi je vous ai dit qu'au niveau de nos investisseurs, nous débattons, le sujet est toujours en débat, pour que d'ici là, ça puisse être vraiment l'image de la commune de Tofo, la banane plantain. La banane, c'est notre première culture, à part les céréales et autres. C'est la banane, la souche même, c'est la commune de Tofo. Nous sommes le grenier de l'Atlantique et il n'y a pas de contre-saison chez nous. À n'importe quelle période, nous trouvons de la banane, de toutes les variétés. Même s'ils font d'autres, ils essaient de faire au moins en partie la culture des bananes dedans, dans ce qu'ils font. Que ce soit de la pastèque, du maïs, de soja, n'importe comment. Chacun essaie de faire, même si c'est un état ou demi-état, des bananes dedans. Ça peut s'estimer jusqu'à 45%. Ennemi do di ne si on debo e blo l'irrigation mi no do e gbo do le do po nu bo si da ko bo debo e no do si mo we bi nu ko eton kokwe do kwe amo mi na no te pon ma ji ma o ton lo ji ra ja ama bi no ku po mo e ko ton le o e no ba ho po mo do ko do mo sun kwa donc si we problème kokwe ton ta je no te pon we si et si mon signe n'y est bon et bien dire ah et là do Mathias et dire quoi il dans le mêlé mi en coin et dit pour abonnement fourrage vrai et donc pour l'approvisionnement de l'eau, la commune fait assez d'efforts à travers les projets de forage et autres, mais le gouvernement a pensé encore à nous dernièrement sur les adductions qui sera installée à Damé et qui va couvrir plus de 3 arrondissements ensemble. Donc la mairie et l'État central, nous courons pour que notre population soit indépendante vraiment vis-à-vis de l'eau. Après ça, je crois qu'ils n'auront qu'à l'utiliser pour leurs différentes plantations. Asome do fine bo vina yi bo do nue asome ton amo e ma ko ma khosu zo a ni le ko bo agle kan bo wuli bo nu gle e wuli bo nu gle o gle do ay kuma no dati ba
le top gléadien il le top faut quand même fi amoni lo e mara politique quoi ben na do glesi ba do top fort bona xamé yo we tu les raton et la mo ma fi Mathias avant mise do politique mais et il y en a do goudo. La banane plantée reste aujourd'hui une spéculation de premier plan dans la commune. Elle appelle une organisation de la filière, mais surtout un processus de modernisation de sa culture. Des objectifs qui prennent priorité sur la politique de transformation locale encore loin de se concrétiser, même si la mairie de son côté y songe de plus en plus. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Après les grandes tendances dévoilées par la Commission électorale nationale autonome à l'issue du scrutin du 11 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a rendu public les résultats définitifs. Sans surprise, les chiffres donnés par la haute juridiction sont presque identiques à ceux de la Sénat. Selon les résultats définitifs, seuls 2 partis politiques sont qualifiés pour siéger à l'Assemblée nationale 10e législature. Il s'agit du Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. En ce qui concerne le taux de participation, seulement 36,74% des électeurs se sont rendus aux urnes. Plus précisément, à peine plus d'un Béninois sur 3 a voté le dimanche 11 janvier 2026 pour élire les députés et les conseillers communaux et municipaux. Comme en 2019, l'opposition sera absente au prochain Parlement béninois. Tout citoyen désireux de formuler des recours est invité par la Cour constitutionnelle à le faire sur un délai de 10 jours à compter de lundi 19 janvier 2026. Seuls les partis politiques UPR et BR sont éligibles à l'attribution des sièges. Le cadre de concertation des confessions religieuses, pour sa part, a félicité le peuple béninois et les institutions de la République pour la tenue des élections couplées du 11 janvier 2026. Dans une déclaration sur le déroulement de la première phase des élections générales livrée le jeudi 22 janvier à Cotonou, les membres de cette organisation ont aussi invité les acteurs à l'emploi des voies légales de recours pour vider les contentieux. Ils ont également appelé au dialogue constructif, à la non-violence et invité les leaders à s'abstenir de toute parole ou initiative pouvant provoquer des troubles à l'ordre public. Par la même occasion, le CCCR a dressé le portrait robot du prochain président de la République avec un accent sur certains points comme la compétence, l'unité nationale et la continuité. Le CCCR rappelle avec force que le Bénin n'a pas besoin d'un pouvoir arrogant, violent ou diviseur. Le Bénin a besoin d'un leadership responsable, moralement enraciné et tourné vers l'intérêt général. L'archevêché de Cotonou interpelle la conscience collective sur la préservation de la nature dans l'exploitation des ressources naturelles. La fondation de l'archidiocèse a initié à cet effet 2 jours durant le premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Thème de cette rencontre internationale, écologie intégrale pour la survie et le bien-être de la création. Au cœur des débats, la protection de la nature, la dignité humaine, la justice sociale et la paix. Les travaux sont ouverts à Cotonou le mardi 20 janvier 2026 au siège de l'UCAO à Cotonou avec des acteurs multidisciplinaires d'ici et d'ailleurs. Session inaugurale communication ont meublé les 2 jours de travaux de ce colloque international. La maison commune souffre. Les équilibres naturels sont rompus. Les plus pauvres
paie le prix fort d'un modèle de développement qui oublie la limite, la justice et la fraternité. Le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a procédé le vendredi 23 janvier 2026 à l'évaluation de son plan de travail annuel arrêté au 31 décembre 2025. Un exercice de redevabilité qui a permis de passer au peigne fin le niveau d'exécution des actions programmées à travers notamment le taux d'engagement et le taux d'ordonnancement enregistrés sur la période. Le ministre du Cadre de vie a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de cette session de revue. Occasion pour José Didier Tonato de prononcer son discours de revoir à l'endroit de ses collaborateurs. Un message empreint d'émotion et de reconnaissance saluant l'engagement, la rigueur et le professionnalisme des équipes qui, au fil des années, ont permis de relever de nombreux défis liés à l'amélioration du cadre de vie des populations. Et je voudrais sincèrement vous témoigner ici ma reconnaissance. Ma reconnaissance d'avoir été à mes côtés, mobilisé dans l'action, malgré la difficulté, malgré l'ampleur, malgré la complexité, malgré l'exigence du timing. Je suis bien placé pour en parler. L'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banté-Katifé a une nouvelle équipe dirigeante. Le représentant du général Théophile Kakpo a officiellement passé la main au colonel Marcelin Larourou qui prend désormais la tête de la fêtière. C'était à l'occasion d'une cérémonie de passation de charges du bureau exécutif de l'Union tenue à Pira, dans la commune de Banté. Pour le comité d'organisation de cette cérémonie, l'Union se positionne comme un véritable levier de développement et de co-construction de l'action publique et un laboratoire d'idées pour le développement de la commune de Banté. Le président entrant au nom du bureau exécutif qu'il préside s'est engagé à faire de Katifé une union forte, dynamique et orientée vers la consolidation des liens sociaux entre les filles et fils de Banté. Contribuer à ce que Katifé soit un instrument de création d'opportunités pour nos jeunes et nos femmes afin de réduire les inégalités et préserver nos valeurs de solidarité. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Dans tous les médias du service public, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. Dans tous les médias, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias du service public. L'année commence fort sur tous les terrains avec Canal+. C'est acquis au bout du compte, au bout de la nuit. Les étoiles brillent sur l'Europe. Au bout de l'envie. Magie en France. Grand spectacle en Espagne. Feu d'artifice en Allemagne. Et en Angleterre, la passion est totale. Alors, jusqu'au 31 janvier, réabonnez-vous à votre dernière formule et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English Plus pour ne rien rater des chaînes Super Sport.
Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon déjà à 7 ans on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi,
heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir. Au revoir. Nous sommes de retour en plateau. Nous allons passer à notre commentaire de ce matin avec Franck Aounoum. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Sur le lundi matin, vous faites focus dans votre commentaire sur le principal parti de l'opposition, les démocrates. Comment justement le dernier rempart de l'opposition a-t-il pu être neutralisé pour se retrouver dans la situation qu'elle vit aujourd'hui? Le parti Les Démocrates Tanguy, ce parti né des cendres des forces Cori pour Bénin émergent, FCB après la rupture de 2019, s'est imposé effectivement comme le dernier rempart contre le régime de Patrice Talon sous l'égide de l'ancien président Boni Yayi. Il a su capter très rapidement la ferveur populaire des déçus de la rupture. Cependant, son hégémonie en tant que principale force d'opposition s'est heurtée à une réalité implacable. Eh bien, la situation que vit ce parti aujourd'hui est le fruit d'une double pression. D'abord, le durcissement législatif, le relèvement du seuil électoral à 20% au niveau national pour obtenir des sièges lors des législatives de janvier 2026 a agi comme un couperet, comme la lame de la guillotine. En tout cas, la réforme électorale ne laisse aucune chance de survie à celui qui ne remplit pas les conditions. Une fois le seuil des 20% non atteint, eh bien, la sentence tombe, 0 siège. Et c'est ce qui est arrivé au parti Les Démocrates qui, malgré un score de 16,20%, le parti se retrouve aujourd'hui sans aucun député à l'Assemblée nationale. Ensuite, la deuxième pression réside dans la fragilité interne. Le parti a montré des signes assez forts de vulnérabilité institutionnelle. Le rejet de la candidature de Renaud Agbodjo pour la présidentielle d'avril 2026 est dû au retrait de parrainage d'un de ses propres députés, Michel Sodino, illustre un manque de cohésion interne et une difficulté à sécuriser ses grands électeurs face aux stratégies de débauchage. En somme, entre lois électorales de plus en plus exigeantes et défections internes, le géant de l'opposition s'est retrouvé hors jeu, victime d'une mécanique politique qui n'a pas su totalement anticiper ou contrer. Si l'effacement donc des démocrates laisse un goût amer, la réalité politique se plie ici à la dureté du droit. Eh bien, c'est un spectacle déplorable pour la survie de ce parti, mais les tests restent les tests, implacables et impersonnels. Face à la rigueur des lois électorales, l'émotion s'incline devant la légalité, laissant le parti face à un constat d'impuissance là où seule la règle écrite fait foi. Tanguy. Et face à une Assemblée nationale avec l'absence de l'opposition, les démocrates a-t-il vraiment les moyens de résister jusqu'en 2033? Allez, 3 scénarios se dessinent pour cette formation politique majeure. La traversée du désert extra-parlementaire, ça c'est hors du Parlement. Le parti va devoir apprendre à exister en dehors des institutions, sans députés, sans maire, suite à l'échec donc des communales, de participer aux communales de janvier 2026. Les démocrates risquent de perdre leur influence sur le débat législatif. L'enjeu sera de transformer cette frustration en une force de pression sociale et citoyenne constructive pour rester audible jusqu'aux prochaines échéances de 2033. Le radicalisme expérimenté semble ne pas porter ses fruits dans le contexte actuel. Peut-être qu'il faut changer de stratégie pour en tirer un nouveau souffle. La crise de leadership est là, c'est le deuxième scénario, et la mutation, la figure de Boni Yayi, bien que charismatique, pourrait ne plus suffire à maintenir l'unité au sein de cette formation politique. Le parti semble à la croisée des chemins. Il faut penser au renouvellement avec une nouvelle génération de leaders qui doit émerger pour sortir de la nostalgie des années Yayi. Il faut penser, pourquoi pas, à une union de l'opposition, une vraie alors, car face au bloc présidentiel, l'avenir pourrait passer par une fusion ou une coalition plus large
avec d'autres forces comme la FCBE qui contasse un peu d'opposition modérée pour franchir les seuils électoraux futurs. Et puis le troisième scénario, le risque d'essoufflement sans accès aux ressources liées au financement public des partis politiques et sans levier de décision. Le risque de l'abandon, de délaissement et de perte de repères des militants est réel et imminent si le parti ne parvient pas à proposer une alternative concrète au-delà de la simple contestation. Il pourrait voir ses cadres migrer vers la mouvance présidentielle pour garantir leur survie politique. Pour tout dire, Tanguy, l'avenir des démocrates dépendra de leur capacité à se réinventer en tant que mouvement de réflexion et de résistance civile plutôt qu'en simple machine électorale dans un environnement où les règles du jeu ont radicalement changé. Merci Franck. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Le riche, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. On va parler un peu de la situation du Parti Les Démocrates, désormais absent du Parlement, mais il n'y a pas que le Parlement qui va les voir absents, justement. Il y a aussi que les autres niveaux de pouvoir vont davantage faire sans eux. Je veux parler du pouvoir décentralisé, par exemple, avec les communes et les mairies, où on a quasiment pas donc de parti les démocrates, puisque justement ils n'ont pas pu aller à la compétition. Il y a aussi la présidentielle où là aussi ils ne sont pas dans la course. On verra bien comment le parti va s'en sortir pour les 7 prochaines années. Alors, est-ce qu'il fallait s'attendre justement à ce retrait officiel, je dois dire, du Parti les démocrates, quand on a vu comment justement les élections législatives se sont annoncées, le riche? C'est un peu difficile de dire. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce retrait? Bon, écoutez, les tests ont déjà défini les règles. Et telles que les règles ont été définies, est-ce que les partis les démocrates avaient la possibilité véritablement de sortir leurs épingles du jeu? Vous savez, presque tous les autres partis qui sont allés en compétition contre les démocrates ont fait des accords. Bien qu'ils soient indépendants et bien qu'ils aient aussi leurs bases fondamentales avec lesquelles ils peuvent jouer et savoir qu'ils peuvent avoir beaucoup de militants ou beaucoup de suffrages pour être plus précis. Le parti des démocrates n'a fait aucun accord. Il est resté beaucoup plus ferme dans son carcan de parti d'opposition qui ne veut pas se mêler aux autres formations. C'est vrai, on parlera d'idéologie. C'est vrai, on dira que c'est deux formations qui défendent des convictions diverses. Mais quand on va à un combat où on sait qu'a priori seul on n'a pas la possibilité d'avoir le résultat qu'il faut, il faut quand même savoir jouer les cartes qu'on a. À défaut d'avoir la politique de ses moyens, il faut faire les moyens de sa politique. Donc, les partis politiques à ce niveau-là, le Parti des démocrates à ce niveau, n'a véritablement pas envisagé ce côté-là. Vous avez vu, ils ont fait quand même un bon score. Quand on va jusqu'à 16, on sait qu'au moins, il y a eu un travail de fond qui a été fait. Mais il y a un double seuil. En même temps qu'on vous demande d'avoir les 10%, en même temps on vous demande d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Une seule circonscription électorale ratée, ça fait que vous ne pourrez pas avoir droit à la répartition des sièges, si éventuellement les autres ont les 20%. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas pu régler ils n'ont pas pu avoir les 20% dans chaque circonscription électorale. Et résultat, ils se sont vus écartés du Parlement, de l'Assemblée nationale. Vous savez très bien tout ce qui s'est passé avant les élections. Quand on a vu les éblibous, des gens qui ont disparu, demandant, réclamant leur parrainage et autres, tout ça, et on s'est retrouvé finalement avec un seul scrutin sur le nombre de scrutins que nous avons eu, un seul scrutin à y participer. Dans ce cas, est-ce qu'aujourd'hui, le Parti des démocrates va survivre à tout ceci? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Est-ce que ce parti va survivre? La première question, c'est que sur l'échiquier politique, le parti ne répondra que par des idées.
On l'a vu il y a quelques années ou il y a quelques mois encore, ils étaient encore puissants au Parlement. Même s'ils sont minoritaires, ils arrivaient quand même à donner du temps, à donner de la voix. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus cette voix-là. Et la seule voix qu'ils auront, c'est extra-parlementaire. Dans les mairies, est-ce qu'ils auront de voix? Non, absolument pas. Ils ne sont même pas représentatifs. Ils sont pas dans les mairies. A priori, ils donneront encore de voix extra-communales. Or, nous connaissons aussi cette loi qui a été envoyée et cette reconstitution de la loi fondamentale qui impose maintenant une preuve politique. Alors là, il faut voir avec tous ces aspects si nous verrons encore un parti, les démocrates, tel que nous le connaissions, très virulent, très agressif à la limite, parfois quand il veut défendre des acquis ou des causes. Mais aujourd'hui, est-ce que ce parti va donner des convictions comme on le connaissait? Est-ce que ce parti pourra véritablement participer à la vie politique de ce pays avec cette trêve-là qui a été mise en place? Est-ce que ce parti pourra avoir les parrainages d'ici 7 ans pour pouvoir participer à d'autres élections? Ça, c'est encore des questions qu'on doit se poser. Eric? Alors, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que le parti Les Démocrates, malgré l'issue de ces élections, ne va pas s'organiser justement pour animer la vie politique pour les années à venir. Je le dis parce que je me dis, si on a des inquiétudes pour le parti Les Démocrates, on devrait aussi l'avoir pour le parti Mouel Bénin, qui non plus n'aura pas de représentants à cette assemblée, bien qu'ayant participé aux élections. Nous avons aussi d'autres formations politiques qui existent en tant que parti et qui, justement, sont absents à ces élections, mais aussi n'auront pas de représentants à l'Assemblée nationale et qui devront aussi jouer le rôle de partis politiques dans un environnement démocratique où on a envie que les partis politiques fonctionnent. Et d'autres faisaient déjà l'expérience, comme on dit, déjà avant même ces élections. Le parti Mouel Bénin, qui existait déjà en tant que parti politique, n'avait pas de représentants à l'Assemblée nationale, comme au niveau des communes, et pourtant a existé, a fonctionné selon ses objectifs et ses ambitions. Donc, je ne voudrais pas, parce qu'un parti politique n'a pas de représentants à l'Assemblée nationale, que c'est une fin en soi et que cela devrait mettre fin à toute autre ambition, cela devrait mettre fin à l'objectif que la Constitution a confié aux partis politiques, notamment animer la vie politique. Donc, je veux être dans cet état d'esprit et me convaincre de ce que les membres du parti le sont également, parce qu'ils ont pris l'engagement non pas de mener la vie politique pour une élection et que la suite de l'aventure va être complexe parce que justement il n'y a pas de représentation à l'Assemblée nationale. Parce que si on devrait voir les choses dans ce sens, eh bien cela devrait nous amener à nous poser alors des questions au-delà même du parti Les Démocrates, ce qui en sera du reste des autres formations politiques de notre pays qui n'ont même pas eu la chance de participer aux élections, et pour ceux qui ont même participé et qui n'auront pas de représentants à l'Assemblée nationale. Franck? Bon, je pense que le parti Les Démocrates a pris des initiatives à mener une stratégie qui pouvait, disons, qui a un peu aiguisé l'attention, ces initiatives qui ont aiguisé un peu l'attention de leur adversaire politique. Parce qu'à un moment donné, nous avons vu un parti à fond dans la critique, un parti radicalement opposé à des sollicitations au niveau de l'Assemblée nationale, les budgets, les lois qui sont votées, qui ont montré fermement, comme leur ligne d'ailleurs l'indique, qu'ils étaient opposés au régime en place. Et donc, lorsque vous faites ces actions-là, soyez sûr que les autres également vont profiter de la moindre faille. À côté de ça, il y a le durcissement des tests législatifs qui ont été votés en présence des démocrates à l'Assemblée nationale, qui n'ont pu rien faire. Quel est l'effet de cette présence sur oui, c'est ce que j'allais dire. Vote, puisqu'ils sont, mettons, en infériorité numérique véritable. Je suis d'accord. Mais dès que la loi sort, on nous dit que c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. On ne dira pas que c'est le parti vert, que c'est le parti rouge. Et donc, ces tests-là, on l'a expérimenté et malheureusement, le parti Les Démocrates en sont vraiment victimes aujourd'hui pour n'avoir pas eu
les 20% dans chaque circonscription. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que malgré la ferveur populaire, malgré, disons, tout ce que nous avons observé quand les démocrates se déplacent dans une localité et tout, cet enthousiasme-là, comment se fait-il que au niveau des circonscriptions, ce parti n'a pas pu réunir 20% dans chaque circonscription? Parce que dans certaines localités, il faut reconnaître que les partis de la mouvance ont bataillé pour remettre en cause, disons, le schéma que nous avons eu en 2023, où les partis, les démocrates, leur ont damé le pion. Non, il n'y avait pas un seuil de 20% à réunir dans le temps. Oui, d'accord, mais il y avait la possibilité. Ils avaient la possibilité, d'accord, mais cette fois-ci, vu que c'est un parti du peuple et que tout le temps le parti Les Démocrates a porté les aspirations de ce peuple-là, ça devait être une razzia à mon avis. Mais on n'a pas eu cela. Ça veut dire qu'il y a de petits problèmes également. Les problèmes en interne ont joué un peu sur la psychologie certainement des militants qui n'ont pas su véritablement à un moment donné écouter, est-ce que ce parti-là, nous lui donnons notre voix, est-ce que ça va véritablement leur profiter? Parce que c'est la question que le Béninois se pose. Autant voter utile que de voter pour perdre ma voix. Beaucoup le disent quand vous en discutez, disons, en famille, les gens vous le disent. Donc, je pense que c'est un ensemble de problèmes qui a véritablement joué contre le parti Les Démocrates. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? 7 ans, ce n'est pas du tout 3 ans, ce n'est pas 2 ans. 7 ans, c'est bien long. Et je me demande si, sans ressources allouées par l'État, le financement prévu par l'État et tout, est-ce qu'ils auront les moyens de véritablement mener des activités sur 7 années, 7 bonnes années? La question reste posée. On attend de voir. Peut-être qu'en interne, il y aura un sursaut qui va amener en tout cas à cotiser, à réunir les fonds pour... Mais je pense que ça va être un peu difficile. Pourquoi faut-il s'inquiéter justement pour leur avenir quand on sait que, bon, Eric l'a quand même souligné, il y a d'autres partis politiques qui sont sans députés, sans conseillers, sans maire, sans rien du tout. Il ne faut même pas imaginer la présidence alors là. Et pourtant, qui sont restés vivants, qui ne sont pas morts jusque-là. Et le riche, on ne devrait pas s'inquiéter pour un parti qui a quand même des cadres expérimentés, qui ont un parcours politique respectable, qui ont un militantisme, ma foi, très respectable. Éric Rondeté, ce n'est pas le premier venu sur la scène politique nationale. Boni Yayi, c'est quand même 10 ans de gestion du pays au sommet de l'État. C'est beaucoup d'autres éléments qui quand même, je dois dire, ont un bagage d'expérience qui fait dire qu'ils peuvent tenir longtemps. Donc pourquoi faut-il s'inquiéter pour eux? De quel parti politique parlons-nous? Ce parti politique dont vous parlez... Moi, le Bénin, par exemple, n'a pas de conseiller, n'a pas de mairie, il n'y a rien du tout, ils n'ont pas un parlement, pourtant ils ont vécu. C'est là où j'en venais. Oui. On a vu ces partis très souvent greffés aux 2 partis siamois, qui à la cause Comment ça? Ils ont partagé la siège du Parlement ensemble? Non, vous savez, quand nous parlons de la représentativité, quand nous parlons des activités politiques, on a vu certains partis politiques qui, véritablement, ont donné de la voix, ont montré qu'ils étaient vraiment présents. Vous savez, il ne s'agit pas d'attendre les élections pour véritablement commencer par donner de la voix. Il y a certains partis politiques, quand je dis, regardez par exemple, je vais prendre le cas de la FCBE, qui entre-temps était l'ancêtre du Parti Les Démocrates, avant que la scission ne vienne et qu'on connaisse tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais quand on prend le parti FCBE aujourd'hui, pris à part, mais quand on regarde sa popularité, on regarde sa force, on se dit... Est-ce que beaucoup de personnes se posent des questions? D'abord, est-ce que ce parti qui se réclame de l'opposition, est-ce qu'il l'est vraiment? Parce qu'un parti de l'opposition qui fait des accords avec des partis de la mouvance, c'est juste pas intérêt, certes, mais ils ont tous trouvé, eux, leur stratégie pour être présents sur l'échiquier politique national. Je l'ai décrié tout à l'heure par rapport aux démocrates qui ont décidé de rester eux-mêmes, c'est-à-dire parti de l'opposition, je ne fais aucun contrat, aucune coalition avec les partis de la mouvance parce que nous défendons divers idéaux. Diverses idéologies de moins. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, le Parti des démocrates a des raisons de s'inquiéter. Des raisons de s'inquiéter d'abord à cause du management qui n'a pas donné le résultat qu'il fallait. Vous voyez, les partis qui tiennent, ce sont des partis qui ont un management fort. Je veux aller un peu plus loin derrière nous. Quand vous regardez la RB d'antan, si la RB a tenu pendant longtemps, c'est parce qu'il y a eu un management fort de la part des Soglo. Quand vous prenez le PRD d'antan,
il y a eu un management fort parce qu'il y a eu un homme, Adrien Gbedji, qui a donné beaucoup d'autres partis qui sont restés comme ça. Vous avez vu qu'à un moment donné, la FCBE, sous Yaïboni, je dis l'ancienne FCBE, à un moment donné, quand le management était plus fort, à partir du moment où Yaïboni a commencé par ne plus avoir le quitus de cet ténor, vous avez vu, le management affaibli. Nous avons eu le résultat que nous avons eu avec Zissou qui n'a pas eu le score qu'il fallait. Regardez encore, quand nous regardons le Parti des démocrates aujourd'hui, il n'y a pas eu management fort. Aujourd'hui, quand vous regardez tel que ça se présente, il manque beaucoup de fermeté. Donc pour vous, c'est le management qui Deuxième chose, il y a aussi la guerre interne, les guerres intestines. Et je pense que tout ça se rapporte encore au management. Il y a une guerre interne au Parti des démocrates. Absolument, absolument. Oui. Et c'est cette guerre-là qui nous a donné tous les résultats que nous avons eus, avec un Sodino qui a disparu, et avec des départs de députés démocrates qui subitement deviennent des non-inscrits. Et en fait, se retrouvent maintenant sur des listes de la majorité présidentielle. Pourquoi faut-il s'inquiéter? Vous parlez de moyens qu'ils n'auront pas. On a vu beaucoup de partis politiques survivre sans moyens. Ils ne sont pas arrivés à leur fin non plus. Il faut s'inquiéter parce que la guerre de leadership au sein du parti ça a payé cash et négativement. Et pour régler ce problème, est-ce que nous devons, comme eux-mêmes ils l'ont dénoncé, beaucoup l'ont dénoncé, et ils ont écrit, ils ont dit que le management, la façon pour Boni Yayi de gérer le parti ne leur plaisait pas. Boni Yayi, c'est vrai, c'est une figure charismatique qui peut apporter beaucoup au parti les démocrates, mais la prise des décisions, je pense qu'il faut laisser ça à une nouvelle génération. Même la gestion du monde de Dieu est contestée aussi par des partisans de Satan. Même quand on va mettre Dieu à la tête du parti, les démocrates, il y aura forcément une contestation, non? Mais pas quand vous êtes dans une position comme celle du parti les démocrates. Quand Boni Yayi était au pouvoir, on a tous vu dans ce pays, lorsque vous critiquez le matin, on vous récupère et dans l'après-midi, vous renoncez catégoriquement à tout ce que vous avez dit en matinée. Donc c'est la stratégie que Yaïboni a utilisée pendant qu'il était là. Face à une machine aussi redoutable que celle de Patrice Talon, dans tous les cas, il faut prendre la mesure de la situation et savoir est-ce que nous tirons trop fort sur les ficelles lorsque nous voulons obtenir quelque chose, ou bien nous tirons un peu et nous lâchons un peu. C'est à eux de voir, et c'est eux qui se retrouvent aujourd'hui dans un contexte où on ne veut laisser aucune place à l'adversaire politique. Les lois, on utilise les textes de loi qui ont été votés pour y arriver. C'est tant mieux pour les partis qui le font, mais je pense qu'il faut régler ce problème-là au niveau du parti. Et Boni Yayi se retire et devient un président d'honneur qui va conseiller davantage le parti. Certains l'ont prédit. Quand Boni Yayi a pris la tête du parti à Parakou, certains ont dit que c'est une erreur politique qui va agir sur le parti les démocrates, et ça n'a pas raté. Donc je pense qu'il faut s'asseoir maintenant, faire le bilan de tout ce parcours et prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas facile de voir cela, mais il faut essayer de laisser les choses pour qu'une nouvelle génération puisse prendre le relais. Eric, je pense que comme toute organisation sérieuse, quand on participe à une élection et qu'on a l'issue qu'on a, la sagesse recommande qu'on se retrouve et puis qu'on fasse l'état des lieux et qu'on se projette vers l'avenir. Peut-être que à ce niveau, ce que Ulrich et Franck sont en train de développer, les membres du parti, justement, vont faire la lumière sur ces écarts, sur ces insuffisances et se réorganiser pour l'avenir. Comme on le dit assez souvent, ce qui s'annonce pour cette année, c'est un peu comme de l'hiver. Donc, ce n'est pas du tout dans leur intérêt si les scènes que nous avions observées avant les législatives, les tiraillements, les discords, si c'est dans cette ambiance qu'ils vont vraiment fonctionner pour les années à venir, ça va être compliqué pour eux. Mais je suis sûr qu'ils ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, vous avez relevé leur profil, des gens expérimentés, et ils devront s'accorder autour de l'essentiel, justement, pour non seulement exister, mais fonctionner en tant qu'un parti politique. Parce que si cela n'est pas le cas, ils donneront raison, encore plus de raison à ceux qui sont en face d'eux, sous prétexte que vous voyez, ils n'arrivent même pas à s'organiser. Parce qu'ils ont connu un simple échec, une élection, et bien patatras, et voilà. Et donc cela donnera encore de l'eau à la bouche
à toutes ces personnes qui attendent au carrefour, justement, pour que ce virage soit mal négocié. Moi, je ne leur souhaite pas ça, parce qu'ils ont encore des militants qui croient encore à l'idéologie, ils ont des milliers encore de places. Quand on prend même le score législatif, vous avez des Béninois qui ont voté pour eux, qui ont cru justement à leur projet d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est pas parce qu'à l'arrivée, ça n'a pas donné justement qu'ils vont abandonner tous ces militants et tout, et se disent que bon, il n'y a plus rien justement devant. Voilà. Je voudrais que le mental ne soit pas le cas et que, comme d'autres partis qui ont pu exister pendant toutes ces années, MPL, quand même un parti qui a existé, qui a fonctionné, au moins on lisait ses communiqués par endroits par rapport à certains sujets. Donc je voudrais quand même que le feeling soit vraiment le cas pour le parti Les Démocrates afin qu'il puisse exister. Il y a aussi bien d'autres partis politiques. Justement, c'est un exemple qui m'est venu à l'esprit parce que avant même la qui a déroulé RN, UPR, on avait quand même aussi existé. Voilà, donc c'est ce que nous le souhaitons parce que vous savez, si le parti devra disparaître, en tout cas comme c'était l'affiche dans leur inquiétude, mais ça ferait du mal même encore aux acteurs de la mouvance. Parce que vous savez qu'il y en a qui sont de la mouvance et qui leur envoient des informations. Allez-y, tirez sur ce sujet, critiquez sur ce sujet. Voilà. Donc je ne voudrais pas que... Il faut que chacun assume ses positions. Non. Publiquement. On va pas rester éclairement. Il n'y a pas à rester dans l'ombre, il y a fourni des informations. Ça, c'est de la perfidie. Oui, c'est de la perfidie. C'est une pratique qui existe. Ils diront, oui, tu connais ma position, non? Moi, je peux pas. Donc, voilà. Il faut s'assumer. Merci les gars. Merci pour vos contributions de ce matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Derrière moi, la revue de presse. L'équipe va vous revenir demain à partir de 7h. Portez-vous bien. À toutes et à tous, bonjour. Le gros titre de fraternité de ce matin est consacré au candidat Ouaddaï plus favori que jamais pour la présidentielle du 12 avril. Le journal pointe que les partis qui le portent ont tout raflé aux législatives du 11 janvier 2026, cumulant 77,83% du vote populaire. Mais cette victoire a mobilisé moins de 3 millions d'électeurs sur 7 millions inscrits, soit 36,74% de taux de participation. Ainsi, le vrai défi pour le candidat du pouvoir est de mobiliser au moins 4 millions d'électeurs pour se rendre aux urnes et asseoir sa légitimité. Le grand objectif sera de convaincre les abstentionnistes et de transformer cette faveur apparente en un rendez-vous populaire historique. Cependant, il va falloir au préalable que la liste électorale soit expurgée des morts et des condamnés. Autrement, le risque est grand que le taux de participation à la prochaine présidentielle soit davantage plus faible. Pour la presse du jour, Romuald Ouaddaï est formaté pour le job, diriger le Bénin pour les 7 prochaines années, voire plus. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Ouaddaï, en a la carapace, selon son collègue de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Gaston Kossi-Dossou y a rassuré les acteurs agricoles et au-delà à l'occasion de l'étape de l'Atakura, de la conférence itinérante de la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Ouaddaï, tenue le samedi 24 janvier 2026 à Peporiakou, à Natitengu. Pendant ces 2 mandats, le président Patrice Talon a travaillé sur ses collaborateurs pour les forger, les formater à son rythme, à sa rigueur, à sa méthode. Chacun de nous est devenu un ouvrier au chantier, mais parmi les ouvriers, il y en a de plus célèbres. Le ministre d'État Romuald Ouaddaï en est un. Il a été forgé et formaté pour la mobilisation des ressources. Il a été forgé et formaté pour la gestion saine des ressources. Il a été forgé et formaté pour que ce que fait aujourd'hui de plus beau le président Talon puisse continuer.
C'est pour cela que les partis politiques l'ont investi comme leur candidat, a déclaré Gaston Kossi-Dossoui. De son côté, la cloche informe que le quartier PK3 à Cotonou a accueilli ce vendredi 23 janvier 2026 la cérémonie officielle d'inauguration du nouveau marché de friperie, une infrastructure moderne destinée à améliorer durablement les conditions de travail des commerçants. L'événement a mobilisé de nombreux acteurs du commerce, des populations riveraines ainsi que plusieurs autorités administratives et politiques, conçu pour offrir un cadre de travail sain, sécurisé et organisé, fait observer Bénin Intelligent. Le marché de friperie de PK3 met un terme à de longues années de précarité, d'insalubrité et de désordre qui affectaient de nombreux marchands, notamment ceux issus des anciennes zones de friperie de Missebo. Les nouveaux espaces aménagés permettent désormais l'exercice d'une activité commerciale structurée, digne et conforme aux standards modernes. La presse du jour souligne que le marché de PK3 apporte ainsi une réponse durable aux difficultés rencontrées par les acteurs de la filière friperie et renforce la dynamique de développement économique local. Au-delà de l'inauguration d'une infrastructure, le marché de friperie de PK3 symbolise la volonté affirmée de l'État de bâtir un commerce moderne, inclusif et porteur de dignité au bénéfice de l'ensemble des acteurs du secteur. Et pendant ce temps, Fraternité présente le point de l'organisation des Vodun Days pour écrire que les manifestations de l'édition 2026 du Festival des Vodun Days ont drainé 740 668 personnes à Ouida les 8, 9 et 10 janvier 2026. Elles ont également enregistré près de 1,95 million de visites sur les différents sites. La fréquentation est en hausse de 70,2% par rapport à l'édition 2025 qui avait mobilisé 435 250 participants selon les rapports de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Cette activité culturelle et touristique confirme sa montée en puissance selon les chiffres officiels publiés par l'Instad, des performances en nette progression par rapport à 2025 qui consacre l'événement comme un rendez-vous culturel majeur à portée internationale. Dans la suite, Fraternité relate que lors du point de presse du Conseil des ministres tenu le mercredi 21 janvier 2026, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbédi, est revenu sur la prestation de l'équipe nationale du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a salué le chemin parcouru par les Guépards tout en appelant à des ambitions plus élevées pour l'avenir. Le pays a déjà connu les 8e et les quarts de finale. L'étape suivante doit être plus ambitieuse, viser les demi-finales, la finale et pourquoi pas le trophée, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Création dans la confusion, la pagaille et l'illégalité de la Confédération africaine de sport pétanque, écrit le confrère de la matinée. À peine quelques mois et son président libano-sénégalais Brahim Derwich démissionne. La CASB toujours debout, pendant que certains partent comme des bossus, mus par la vengeance et l'amertume. Idrissou Ibrahima, président de la CASB, poursuit sa mission. Réforme statutaire majeure adoptée en août 2022, autonomie financière renforcée, visibilité accrue, intégration de la pétanque au programme des Jeux africains, tournée statutaire à travers le continent en 2025. La CASB avance, travaille et rassemble. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.